L'air dans la salle de réception était chargé du parfum des lises et du tintement des verres de champagne, une symphonie parfaite pour un mariage parfait. Puis un silence soudain s'abattit depuis la table d'honneur. Le père du marié, un général 4 étoiles décoré, s'éleva. Il se déplaça avec une détermination calme qui attira l'attention de toute la salle, son regard fixé directement sur moi. Assise au fond, il passa devant les mariés et s'arrêta juste devant ma table. Le bruit de ses talons claquant ensemble résonna dans l'air mort, avant qu'il ne rende un salut si tranchant, si précis, qu'il était une œuvre d'art. Sa voix, entraînée à commander, retentit avec une clarté absolue. « Madame, c'est un honneur de me tenir en votre présence. » Je ne pus qu'offrir un bref hochement de tête professionnel en retour, la seule reconnaissance autorisée par le protocole, tandis que le général maintenait ce salut, statue silencieuse et inébranlable de respect. Je vis le monde de ma sœur s'effondrer. Son sourire d'entraînement impeccable se dissolut en un masque de stupéfaction bouche bée. Son nouveau mari, Kevin, pâle, une couche de sueur soudain visible sur son front. Et mes parents, leur visage était un chef-d'œuvre lent et agonisant de confusion, se tordant en une horreur naissante. Ils assistaient à une réalité qu'ils avaient refusé de croire possible. Tout avait commencé 24 heures plus tôt, au dîner de répétition. L'ambiance était une bulle fragile de joie fabriquée, et je faisais de mon mieux pour rester discrète. Ma sœur, Jessica, l'enfant chérie radieuse de la famille, absorbait l'adoration. Elle épousait un capitaine issu d'une prestigieuse famille militaire, le summum des ambitions de nos parents. Je me retrouvais en conversation discrète avec le marié, Kevin, un homme qui semblait sincèrement curieux de ma vie. Il me posait des questions sur mon emploi gouvernemental quand Jessica surgit. Son rire était beau. Miss Fragile. Oh. Ne la laisse pas t'ennuyer, chérie, dit-elle en agitant une main dédaigneuse. Sarah fait de la paperasse, des tableurs très importants, j'en suis sûre. Elle tourna ensuite ce sourire glacial vers moi. Sa voix dégoulinait de condescendance et était assez forte pour que tout le monde à la table l'entende. Honnêtement, Sarah, pourquoi es-tu même ici? Tu ne cadres pas du tout avec tout ça. Les mots restèrent suspendus en l'air. Une marque publique, ce n'était pas juste une autre pique décontractée, c'était l'écho de chaque anniversaire oublié, de chaque réussite écartée, toute servie devant la seule famille que je ne pouvais pas me permettre d'avoir. Pensant que j'étais une personne insignifiante, je vis l'inconfort traverser le visage de Kevin avant qu'il ne détourne le regard. Elle pensait que c'était juste une autre pique, un autre rappel de ma place dans la hiérarchie familiale. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de me dénigrer devant la seule personne qui savait exactement à quel point ma paperasse était dangereuse. Pour comprendre le règlement de compte qui suivit son mariage, il faut comprendre les 2 vies qu'il m'avait forcée à vivre. Pour ma famille, ma vie était un livre fermé, écrit dans une langue qu'ils n'avaient aucun intérêt à apprendre. Leur monde tournait autour de ma sœur Jessica et de sa liste toujours croissante de réussites. Le jour où elle s'était fiancée au capitaine Kevin Thompson fut traité comme une fête nationale. Mon père, Robert, un homme qui vendait des assurances depuis 40 ans, mais qui fétichisait l'honneur militaire qu'il n'avait jamais connu, était extatique. Il avait enfin acheté son entrée dans le monde qu'il admirait tant, et Jessica était la monnaie qu'il avait utilisée. Il voyait ses fiançailles comme la fondation d'une dynastie, un legs pour le nom de famille. Je me souviens d'un dîner dominical peu après, où j'avais essayé de me tailler une petite place dans ce récit. Je venais de recevoir une distinction au travail, une significative, tenant la petite boîte lourde dans mes mains. J'avais ressenti une lueur de fierté. Je pensais que peut-être cette fois, il verrait. J'attendis une accalmie dans la conversation sur les lieux de mariage et les arrangements floraux et dis. J'ai reçu une commandation pour un projet que j'ai dirigé. Mon père leva les yeux, un sourire poli mais distant sur le visage. Il tendit la main à travers la table et tapota la mienne. « C'est bien, ma chérie », dit-il, ses yeux dérivant déjà vers Jessica. Mais Jessica construit un legs pour cette famille. Et juste comme ça, ma réussite disparut. Elle se dissolut dans le bruit de fond, une autre victime de leur audition sélective. Je vis alors cela non comme un moment isolé, mais comme le point culminant de 1000 autres, le trophée de la foire scientifique qui n'avait jamais été exposé, les bourses académiques qui étaient sympathiques, mais pas aussi excitantes que la victoire de Jessica comme reine du bal. C'était le poids écrasant et silencieux d'être perpétuellement secondaire. Plus tard ce soir-là, ma mère, Linda, une femme qui traitait la paix familiale comme une religion, me trouva dans la cuisine. « Tu sais que ta sœur est sous une grande pression », murmura-t-elle, comme si elle partageait un secret. « Sa nouvelle vie va être si exigeante.
Ton travail est si stable et tranquille. C'est juste différent. Sois simplement heureuse pour elle. Different. C'était le mot qu'elle utilisait pour ériger un mur autour de ma vie. Stable. Tranquille. Petite. Il m'appelait Souris parce que j'étais toujours silencieuse. Toujours cachée derrière un écran d'ordinateur dans ma chambre verrouillée à l'adolescence, il pensait que c'était parce que j'étais timide, une introvertie, perdue dans mon petit monde. La vérité est que je cachais un univers qu'il ne pouvait pas comprendre et le verrou sur ma porte était le premier protocole de sécurité que j'ai jamais établi. Tandis que Jessica était à sa fête prénuptiale, riant en déballant des vases en cristal et des couverts en argent. J'étais à des milliers de kilomètres dans un autre type de pièce. C'était un coffre-fort insonorisé sans fenêtre connu sous le nom de skiff, une installation d'information compartimentée sensible. C'est un endroit où les secrets sont traités, un environnement stérile sans connexion avec le monde extérieur, où l'air bourdonne de la puissance silencieuse des serveurs et des flux de données cryptées. Dans ce monde, je n'étais pas la fille tranquille et négligée. Je n'étais pas Souris. Dans ce monde, j'étais connue sous un seul nom, Athena. En tant qu'analyste stratégique pour l'Agence de renseignement de la Défense, mon travail consistait à voir l'avenir. Je vivais dans un monde d'images satellites, de rapports d'intelligence humaine et d'interception de signaux. Je connectais des points que personne d'autre ne pouvait voir, prédisant les menaces géopolitiques et esquissant leurs conséquences. Mes rapports n'allaient pas à un manager régional. Ils allaient directement au chef d'état-major interarmé au Pentagone. J'étais le fantôme dans la machine, la voix tranquille qui façonnait les événements mondiaux depuis une pièce sombre et silencieuse. Le poids en était immense, une pression constante que j'avais appris à porter en silence. Je me souviens d'un briefing en particulier. J'étais debout à la tête d'une longue table polie dans une salle de conférence sécurisée. L'air était froid, le silence pesante. Autour de moi étaient assis une douzaine de colonels au visage sévère et un général 2 étoiles. Des hommes qui commandaient des armées et des flottes. Ils ne me regardaient pas avec dédain ou pitié. Ils me regardaient avec une attention absolue et concentrée. Mon évaluation est que l'actif est compromis, déclarai-je d'une voix égale et calme. Nous recommandons d'initier l'opération Sundown dans les prochaines 24 heures. Le contre-coup politique est gérable. Ne pas agir serait catastrophique. Personne ne me questionna. Personne ne tapota ma main. Ils hochèrent simplement la tête, la gravité de mes mots s'installant dans la pièce. Après le briefing, mon commandant, le directeur Evans, un civil vif qui valorisait l'intellect plus que le pedigree, me rattrapa dans le couloir. C'était un homme de peu de mots, mais son respect était un bouclier contre l'indifférence que je subissais à la maison. Votre analyse a empêché une crise diplomatique le mois dernier. Athéna, dit-il calmement. Les gens qui comptent connaissent votre valeur. Les gens qui comptent? Pendant une décennie, j'avais érigé un mur entre mes deux mondes. Je l'ai laissé m'appeler Souris pour pouvoir être Athéna en paix. Mais quand Jessica utilisa son mariage pour me marquer publiquement comme insignifiante, elle brisa le protocole qui gardait mes mondes séparés. Il était temps d'une correction formelle. Après l'insulte de Jessica, je ne partis pas en trombe. Je ne fis pas de scène. Je m'excusai simplement et retournai à la solitude tranquille de ma chambre d'hôtel. La porte se referma derrière moi avec un clic. Dans le silence, j'attendis la piqûre familière des larmes, la bouffée chaude de colère. Mais elle ne vint jamais. Au lieu de cela, une clarté froide et profonde m'envahit. Pleurer était une réponse émotionnelle, et mon esprit avait déjà basculé dans un mode que ma famille ne pourrait jamais comprendre. Analyze. Le problème n'était pas l'insulte en soi. J'en avais enduré toute une vie. Le problème était le public. Kevin, un capitaine dans l'armée, avait maintenant été publiquement instruit de me voir comme une employée inoffensive et insignifiante. Dans mon monde, la perception est une couche critique de sécurité. Une variable inconnue est dangereuse. Et ma sœur venait de me qualifier d'insignifiante. Une erreur qui pourrait créer des complications que je ne pouvais pas me permettre. Elle avait, à sa manière mesquine, créé une brèche dans ma sécurité opérationnelle. Dans cette chambre d'hôtel stérile, je pris une décision. Pendant des années, j'avais compartimenté ma vie comme une tactique de survie, les laissant voir seulement la souris, parce que leur montrer Athéna était trop compliqué, trop dangereux. Mais ils avaient pris ce cadeau de vie privée et l'avaient transformé en arme d'humiliation. La stratégie passive n'était plus viable. Cela n'allait jamais être une question de vengeance. C'était trop émotionnel, trop chaotique. C'était une question de correction formelle. C'était une question d'imposer une limite en utilisant le seul langage que mon père et maintenant sa nouvelle belle famille militaire comprenaient vraiment.
Le protocole, le rang et l'autorité incontestables. Mon plan original avait été une simple robe bleu marine, quelque chose conçu pour se fondre dans le décor. Ce plan était maintenant obsolète. Je pris mon téléphone et composai le numéro de mon commandant. Le directeur Evans répondit à la deuxième sonnerie. Je ne perdis pas de temps en émotions ou en drames familiaux. Directeur, dis-je d'une voix tranchante et professionnelle. Je participe à un événement personnel où un général 4 étoiles sera présent. Étant donné les circonstances, je crois qu'il est approprié d'y assister en ma capacité formelle. Il y eut une pause, et je sus qu'il lisait entre les lignes. Il comprenait tout ce que je ne disais pas. Considérez cela approuvé. Athéna, dit-il d'une voix ferme. Il est temps qu'il comprenne qui vous êtes. Après l'appel, je déverrouillai ma housse à vêtements et étalai mon uniforme de classe A sur le lit. La préparation était un rituel, une méditation silencieuse. Je passais 1 heure à polir mes chaussures jusqu'à ce que je puisse voir mon propre reflet concentré dans le cuir. Puis, avec un soin méticuleux, je commençai à épingler mes rubans de service sur la veste verte immaculée. Chacun était un témoignage silencieux d'une vie cachée. Cette petite barre colorée représentait une opération secrète qui avait sauvé des dizaines de vies. Celle-ci, la médaille de service supérieur de la défense, était pour une prévision stratégique qui avait altéré la politique étrangère. Chaque épingle était un fantôme. Unsecret, une victoire qu'il n'avait jamais reconnue une seule fois. Jessica avait choisi sa robe pour être le centre d'attention. J'avais choisi mon uniforme pour être une déclaration de fait. Elle était sur le point de découvrir que dans certaines pièces, le legs n'est pas une question de qui on épouse, mais de ce qu'on a gagné. J'arrivais à la cérémonie de mariage juste au moment où la musique commençait à enfler, mais pas silencieux sur le sol de pierre de l'église. Marcher dans cette allée ressemblait à franchir une frontière vers un nouveau territoire. D'un côté, les invités du marié, une mère d'officiers décorés et leur famille, enregistrèrent mon uniforme instantanément. Une ondulation subtile traversa leurs rangs, les postures se redressèrent, les murmures cessèrent. Je vis des hochements de tête silencieux et respectueux de la part d'hommes dont les dossiers de service m'étaient connus par cœur. Ils ne me connaissaient pas, mais ils connaissaient ce que signifiait mon uniforme. Ils reconnaissaient le langage du sacrifice et de la réussite. De l'autre côté de l'allée se trouvait le monde de ma famille. Ils ne voyaient que trahison. La mâchoire de mon père se serra d'agacement, son visage un nuage d'orage de désapprobation. Ma mère semblait mortifiée, son expression me suppliant de simplement disparaître. Et depuis l'hôtel, où elle se tenait radieuse en blanc, ma sœur Jessica me lança un regard de venin pur et non adultéré. Dans son esprit, j'avais commis le péché ultime. J'avais osé attirer un soupçon d'attention loin d'elle lors de son jour parfait. Je pris place, une soldate en terrain hostile, et attendis la fin de la cérémonie. La réception était le summum de l'ascension sociale de ma famille. Mes parents rayonnaient, assis à la table d'honneur à côté d'un général 4 étoiles. Jessica tenait court, une reine dans son royaume méticuleusement construit. J'étais assise à une table près du fond, une arrière-pensée, un fantôme à leur festin de victoire. Je mangeais mon dîner en silence, observant le spectacle triomphant qu'ils avaient orchestré. Enfin, Jessica se leva, tapotant son verre de champagne pour un toast. Elle remercia sa nouvelle famille, sa voix dégoulinant de sincérité pratiquée. Elle loua leurs valeurs, leur service et leurs legs. Puis elle tourna son regard vers le côté de la salle de nos parents, un sourire sirupeux sur les lèvres. « C'est si merveilleux », dit-elle, sa voix pourtant à travers la salle silencieuse, de enfin faire partie d'une famille qui valorise vraiment la force et l'honneur. La pique était aussi subtile qu'une lame de rasoir et dirigée directement vers moi. C'était l'entrée finale dans un long et douloureux registre. Mais avant que l'insulte ne puisse même atterrir pleinement, je vis un mouvement à la table d'honneur. Kevin, le marié, me fixait, sa fourchette figée à mi-chemin de sa bouche, ses yeux, écarquillés de choc, scannaient les rangées de rubans colorés sur ma poitrine. Je vis son visage pâlir tandis que les pièces s'emboîtaient dans son esprit. Il connaissait les histoires, les murmures dans la communauté du renseignement sur une analyste légendaire, dont les briefings étaient traités comme paroles d'évangile. Une analyste connue seulement sous le nom d'Athéna, il se pencha frénétiquement vers son père. Son murmure urgent et brut. Je ne pus entendre les mots, mais je n'en avais pas besoin. Papa, regardez son rack de service. Les commandations. Papa, c'est elle, c'est Athéna. Tout sembla se dérouler au ralenti. Je vis le regard du général Thompson passer du visage paniqué de son fils au mien. Son expression conviviale de père du marié s'évapora,
remplacé par quelque chose que je reconnus instantanément, la gravité professionnelle profonde d'un commandant évaluant une situation tactique. Il comprit, il posa son verre de champagne sur la table avec un clic doux et délibéré, le bruit comme un marteau dans la pièce silencieuse. Il se leva, une figure imposante d'autorité, interrompant le toast de sa nouvelle belle-fille sans y penser à deux fois. La voix de Jessica vacilla, son sourire chancelante tandis qu'elle réalisait que l'attention de la salle n'était plus sur elle. Le général ne la regarda même pas. Son chemin était direct et déterminé, tandis qu'il s'éloignait de la table d'honneur et marchait droit vers moi. Une vague de silence le suivit, une attraction gravitationnelle de pure présence de commandement. Toute la réception retint son souffle. Il s'arrêta à 1 mètre de moi, sa posture impeccable. Il claqua ses talons ensemble, puis il délivra le salut tranchant et parfait. « Madame », sa voix tonna, claire et résonnante, coupant à travers le silence stupéfait. C'est un honneur de me tenir en votre présence. Le toast de Jessica mourut dans sa gorge. Le microphone dans sa main semblait peser 1 tonne. Son visage, quelques instants avant rouge de triomphe, était devenu un masque exsangue de confusion. Elle me regarda, puis le général 4 étoiles me saluant. Puis moi à nouveau, les lois fondamentales de son univers, celui où elle était le soleil, et moi une lune oubliée, se brisaient en temps réel, devant tous ceux qu'elle voulait impressionner. Ma sœur avait passé sa vie entière à collectionner les compliments. J'avais passé la mienne à collectionner du renseignement. Et en cet instant de silencieuse et stupéfaite humiliation, elle reçut enfin la seule pièce d'intelligence qui comptait. Elle avait sous-estimé la mauvaise personne. Le général maintint son salut un moment de plus avant de le laisser tomber, et de gesturing vers la chaise à côté de lui. Le silence stupéfait dans la salle céda lentement la place à un murmure confus tandis que je m'asseyais. Il se pencha, sa voix basse et dépourvue de toute cérémonie, me parlant non comme à une invitée, mais comme à une collègue respectée. « Madame, commença-t-il, votre analyse sur le projet Chimera l'année dernière. Elle a sauvé mes hommes sur le terrain. Nous avons reçu le renseignement seulement des heures avant une embuscade planifiée. Nous n'avons jamais su qui remercier. Je regardais cet homme puissant, et pour la première fois de ma vie, je me sentis vraiment vue par quelqu'un que ma famille désespérait d'impressionner. Je hochai simplement la tête et dis « J'étais contente que le renseignement soit actionnable. » Général. De l'autre côté de la salle, la table d'honneur était devenue un trou noir de silence, un vortex d'horreur sociale. Mes parents et ma sœur étaient assis figés, isolés dans un projecteur d'humiliation publique. Les autres invités, qui les avaient flattés quelques minutes plus tôt, évitaient maintenant la table. Ils jetaient des regards, murmurant, leurs yeux non sur la mariée, mais sur la femme tranquille en uniforme, tenant une conversation sérieuse avec un général 4 étoiles. Le mariage parfait de Jessica n'avait pas été ruiné par une scène que j'avais faite. Il avait été ruiné par une vérité qu'elle avait essayé d'enterrer. Sa fantaisie méticuleusement construite avait heurté une réalité incontestable, et la fantaisie s'était brisée. Le souvenir de ce mariage s'estompa, non parce que j'essayais de l'oublier, mais parce que ma vraie vie avançait avec un élan inarrêtable. 6 mois plus tard, je ne briefais plus depuis un skiff stérile sans fenêtre. J'étais debout à la tête de la salle de conférence la plus célèbre du Pentagone, un sanctuaire sécurisé aux panneaux de bois connu sous le nom de Tank. Dans cette pièce, entourée des chefs d'état-major interarmés, j'esquissais une évaluation des menaces globales. Ma voix était calme et stable, tandis que je pointais des cartes satellites. Mon analyse coulait avec une confiance née d'années de travail silencieux et méticuleux. Ceci, réalisais-je, était ma vraie famille. Une famille construite non sur le sang et l'obligation, mais sur la compétence, la confiance et le respect mutuel. Les amiraux et les généraux autour de cette table n'avaient pas besoin de m'aimer. Ils avaient besoin de faire confiance à mon intelligence. Ils ne se souciaient pas de qui j'épousais. Ils se souciaient de la clarté de ma pensée. Au fond de la pièce, je vis le directeur Evans me regarder, un air d'immense fierté sur le visage. Dans cette pièce, je n'étais pas une souris, je n'étais pas une fille inconvenante. J'étais Athéna, et j'étais à ma place. Après le briefing, tandis que je rassemblais mes papiers, mon téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu. Je l'ouvris. C'était de mon père. Le message était guindé, maladroite, chaque mot un témoignage de son malaise. Il disait « Sarah, nous ne comprenions pas. Jessica a du mal. Peut-être pourrais-tu nous expliquer ton travail un jour. » Je relousse les mots. Ce n'était pas une excuse. C'était une demande. Une demande pour que je gère leur confusion, pour apaiser l'ego de Jessica, pour une fois de plus, me rendre plus petite et plus digeste pour leur confort.
C'était une convocation à un rôle que je ne jouais plus. Une lueur d'une vieille tristesse familière me traversa, le fantôme d'une fille qui avait autrefois désespérément désiré l'approbation de son père. C'était une douleur faible et fatiguée, mais puis elle disparut, remplacée par un sentiment profond et inébranlable de paix. Ma validation ne résidait plus dans leur compréhension, elle résidait dans des pièces comme le tank. Elle résidait dans le respect silencieux de gens comme le général Thompson. Elle résidait en moi. Je ne répondis pas au texto. Je ne bloquais pas le numéro. Je pressais simplement archiver. La conversation était, dans tous les sens du terme, terminée. Ma famille voulait une fille qui s'intégrait. Ils en eurent une qui se distinguait. Ils virent enfin mon rang, mais ils ne comprendront jamais ma valeur.